Vous serez souvent confronté à un problème comme celui de l'image que vous voyez là en haut à droite. Et c'est très commun en robotique. Et donc, mais d'une façon générale, dans toutes les matières qui sont en lien avec les données, par exemple les statistiques et, et et l'analyse de données, c'est que vous avez une série de données qui sont les points bleus et vous souhaitez trouver un modèle qui représente au mieux ces données et qui, là, si on a la solution, c'est la droite rouge. Donc, ce type de problème, par exemple en robotique, vous l'avez si vous faites l'étalonnage d'un capteur, par exemple un capteur laser ou une caméra ou des codeurs, ainsi de suite. Vous avez toute une série de presque tous les capteurs. Vous êtes confronté à un moment à les étalonner et le modèle que vous fournit le fournisseur, celui qui vous a vendu le capteur, n'est pas forcément respecté parfaitement, ce qui est normal parce que dans la réalité, les modèles mathématiques ne sont jamais de fait euh, ne sont jamais réalisés. Donc, vous aurez un certain écart entre le modèle et la réalité. Et cet écart, donc, c'est la différence entre les points bleus et la droite rouge. Par exemple, là, vous pouvez avoir un abscisse entre -20 et 60. Vous pouvez avoir la valeur que vous fournit le capteur et qui est exprimée en, par exemple, en tension ou courant électrique que vous mesurez sur un circuit. Et en ordonnée, entre 0 et 15, vous avez la mesure de la distance. Si, par exemple, c'est un capteur de distance, un laser, mesuré en mètres. Donc, pour acquérir ces données, vous avez mis votre laser devant un mur que vous approchez ou vous éloignez au fur et à mesure et dont vous connaissez exactement la distance. Donc, il y a une notion qui est très importante, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celle de vérité terrain, c'est-à-dire que vous connaissez exactement la valeur en ordonnée, puisque c'est vous-même qui fixez le contexte. Donc, vous décidez à quelle distance, quelle est la distance relative entre le mur et le capteur. Donc, en ordonnée, vous avez cette vérité terrain et en abscisse, vous avez la mesure du capteur. Et donc, même si le fabricant il vous a donné une certaine relation linéaire entre les deux, elle n'est pas forcément respectée. Donc, les points bleus, ils ne sont pas tous sur la droite rouge. OK? Donc, quand on est confronté à ça, c'est le problème qu'on indique, qu'on nomme aussi problème d'un système surdéterminé. C'est-à-dire que vous avez plus d'équations que d'inconnus. Et effectivement, si vous regardez bien, vous savez tous depuis l'école primaire que par une droite passe, enfin, une droite est définie par deux points. Mais dès que vous avez trois points, vous n'avez plus une droite qui passe par 3 points, sauf si vous avez beaucoup de chances et qu'ils soient alignés. C'est en quoi on utilise l'expression les planètes s'alignent. Okay, donc là, clairement, les planètes ne sont pas alignées dans l'image et donc vous êtes confronté à un problème surdéterminé qui n'a pas de solution parce que vous avez plus d'équations que d'inconnus. Okay, les inconnus, c'est 2, c'est la pente de la droite et son ordonnée à l'origine. Et les équations, c'est tous les points bleus. Donc là, je ne sais pas, vous en avez peut-être une cinquantaine sur cette figure. Donc 50 équations et 2 inconnues, ben évidemment, il n'y aura pas une seule solution. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trouve la meilleure des solutions possibles, celle qui passe le plus près possible de tous les points, c'est la droite rouge. OK? Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de résoudre un système linéaire à x égale b. Donc les inconnus, c'est ce qu'on appelle x. Ici, comme je vous disais, il y en a deux, la pente et la pente de la droite rouge et son ordonnée à l'origine. Mais sinon, il peut y en avoir n. B, c'est un vecteur connu de m éléments. Ici, donc, à la louche, je dirais qu'il y a une cinquantaine de
point bleu, donc une cinquantaine d'éléments dans B. Et la matrice qui va faire le lien, donc, elle sera de dimension Mn. Donc, dans l'exemple, vous avez 50 lignes et 2 colonnes. OK. Il peut se passer différentes choses. Ça, c'est des rappels. Hein. Ce sont des rappels, normalement, des choses que vous avez vues en algèbre. On peut parler de deux cas. Donc, le cas où le système est dit homogène, donc B est égal à 0, et le cas où le système est non homogène et B est différent de 0. Okay. Évidemment, quand je dis B, je veux dire tous les éléments de B. Donc, si je reprends ce système linéaire, et après, vous pouvez avoir aussi d'autres choses, d'autres situations intéressantes. Donc, une première situation intéressante, c'est quand il y a autant d'équations que d'inconnus. Ça, c'est un problème que vous avez connu quand vous avez commencé à résoudre des systèmes d'équations, probablement au lycée, voire au collège. Et donc, souvent, quand on commence à faire ça en maths, vous avez des systèmes de deux équations à deux inconnus. Vous ne connaissez pas du tout les matrices ni les vecteurs, mais on vous apprend des techniques pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Okay, donc, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps par les mathématiciens. Et si on veut le faire de manière rigoureuse en algèbre, on va pouvoir trouver la solution en inversant la matrice A. Ah, j'ai oublié de dire une autre chose, mais ça, déjà, ce n'est pas quelque chose que vous saviez au lycée, mais maintenant, vous avez plus une perception de ça, c'est qu'il faut que la matrice A, elle est rang plein. Vous voyez que sur mon transparent, j'indique R de A égale N. Donc, R, c'est ici le rang. Donc, il faut que la matrice soit de rang plein. Et ce qui veut dire concrètement que toutes les équations, elles sont importantes. Okay. Si la matrice n'a pas rang plein, c'est qu'il y a une ou plusieurs, enfin, il y a au moins deux ou plus d'équations qui disent la même chose. OK, et donc, ça, c'est. Ou qui sont en contradiction, si le B correspondant est différent. En tout cas, il y a deux ou plus d'équations qui ne sont pas utilisables. Quand on considère une matrice de rang plein, on est dans le cas que vous aviez au lycée. Donc, vous avez par exemple des équations et des inconnues. Et les deux équations ne sont pas en contradiction et ni ne sont pas redondantes. OK. Donc, si ces deux conditions, que donc n égale à m, donc c'est-à-dire que la matrice A est carrée et que son rang est égal à n, donc qu'elle a rang plein, donc c'est-à-dire qu'elle a un déterminant différent de 0. Si ces deux conditions sont vérifiées, vous savez tous que la solution est x égale inverse de A fois B. OK, donc ça, c'est quelque chose qui est désormais acquis, je pense. Donc, évidemment, l'inverse de A est calculable, justement parce que son rang est plein. Et on peut parler d'inverse parce que la matrice est carrée. C'est justement là où je vais en venir aujourd'hui, c'est que si la matrice n'est pas carrée, on ne peut pas parler d'inverse, mais on parlera de pseudo-inverse. OK? Donc, comment on calcule la matrice A-1? Donc, ça, ce n'est pas évident parce que vous avez des méthodes, enfin, vous avez la méthode, on va dire, pour le faire rigoureusement, même si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver comment le faire, mais autant pour des matrices de dimension 2 ou 3, c'est faisable, autant dès que votre matrice, elle commence à avoir une dimension un peu élevée, c'est un calcul qu'il n'est pas possible de faire sans avoir des ressources énormes de calcul. Okay, donc ça, c'est un problème auquel étaient confrontés nos ancêtres et qui ne disposaient pas d'ordinateur et de la puissance de calcul à laquelle on a accès aujourd'hui, et qui donc ont cherché à trouver des solutions pour cela. Mais en tout cas, la complexité du calcul grandit énormément avec la dimension de n. Okay, donc, ce qu'on va faire, ce que faisaient aussi, encore une fois, nos ancêtres, les mathématiciens
des siècles passés, c'est qu'ils essaient d'utiliser des formes alternatives pour la matrice et en la transformant en une matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Donc, je vais juste rapidement citer les méthodes. Je pense que celle que vous avez vue le plus, c'est la méthode de Gauss. On va faire un rappel l'année prochaine, on est en master deuxième année, mais la méthode de Gauss ou la méthode du pivot de Gauss. Donc là, vous avez une image de Gauss qui était un luminaire du 17e, je crois, ou 18e siècle, allemand, et qui donc a fait beaucoup de recherches sur ce type de problème, le problème à x égale b. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit aussi la méthode des moindres carrés. Et donc Gauss, justement, puisqu'il n'était pas capable de résoudre ce système en inversant A, il a proposé une méthode qui s'appelle la méthode du pivot de Gauss aujourd'hui, qui consiste à faire des manipulations sur les lignes de la matrice pour la rendre triangulaire supérieure ou inférieure. Parce qu'une fois que la matrice elle est triangulaire, donc je vous rappelle, on a fait ça en octobre, là, quand on a fait le rappel d'algèbre, sinon vous pouvez aller voir mes transparents du 110. C'est que si une matrice est triangulaire quand il y a des zéros partout d'un côté ou de l'autre de la diagonale. Donc après, suivant de quel côté sont les zéros, elle est triangulaire supérieure ou inférieure. Mais lorsqu'elle est triangulaire, en tout cas, il est très simple de l'inverser. Et on n'a pas besoin, enfin on peut le faire à la main. On n'a pas besoin de ressources extraordinaires de calcul. Donc, là, un des coups de génie de Gauss, c'est justement de proposer cette méthode qui consiste en utilisant un pivot, donc un point autour duquel on fait tourner les valeurs, un peu comme un sudoku, d'arriver à rendre la matrice A une matrice triangulaire. Par la suite, il y a eu d'autres méthodes que je cite rapidement, la méthode de Jacobi, la méthode de relaxation et la factorisation QR, parce que toutes les matrices ne sont pas... sur toutes les matrices, on ne peut pas appliquer directement la méthode de Gauss. Okay, donc ça, c'est un peu... on va dire, on survole un peu... ce problème-là, qui est un problème très important, mais que je pense que vous connaissez assez parce que vous l'avez déjà fait en algèbre et dans d'autres cours. Si on étend un peu la chose et qu'on ne regarde plus un système carré, on se retrouve avec des systèmes à x égale b où vous pouvez avoir m équations et n inconnus. C'est ce qu'on a mis, c'est ce que j'avais mis comme prémisse au début là avec ma droite rouge qui essaye de passer par tous les points bleus. Donc, dans ce cas-là, comment on procède? Donc, pardon, vous pouvez. Merci de couper. Donc, comment on procède dans ce cas-là? C'est que, donc là, sur ce transparent, vous avez en gros la recette de cuisine pour résoudre ce type de problème. On va commencer par créer une grande matrice grand B, qui n'est rien d'autre que la matrice A suivie par la colonne B. Okay? Donc, comme A a M ligne et une colonne et B a M ligne et une colonne, cette matrice grand B aura M ligne et N plus 1 colonne. Et après, on va étudier tous les cas avec ce tableau que vous ne devez pas évidemment apprendre par cœur, mais qui est très utile parce que, comme je disais, c'est comme une recette de cuisine. Donc là, vous rentrez dans le tableau et le tableau vous indique combien de solutions vous aurez dans chaque cas de figure. Ok, donc typiquement, le tableau est divisé en deux grandes colonnes. À gauche, système homogène, donc où le vecteur B est égal à 0. Donc, on n'a pas vraiment besoin de cette grande matrice grand B. Et à droite, le cas où le système est non homogène, c'est-à-dire que B est différent de 0. Okay? Donc déjà, à gauche, après à gauche, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder
les dimensions relatives du système, donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ou le nombre d'équations et le nombre d'inconnus. Et on se retrouve donc dans 3 cas de figure. Donc, celui du milieu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le cas qu'on appelle de Cramer, où la matrice est carrée. Et donc là, notamment, on a vu ce premier cas ici. Donc, si le rang plein déterminant est différent de 0, vous avez une seule solution et c'est x égale inverse de a fois b. Okay. C'est aussi ce que vous avez à droite là. C'est la même chose pour le système. Enfin, on va dire, pardon, à gauche, x va être le noyau de a. Okay. Donc, va être les valeurs ça va être le vecteur tel que ax égale à 0. Et à droite, ce sera l'inverse de a fois b. Okay. Et toujours pour la matrice carrée, par contre, si vous avez une perte de rang, vous avez une infinité de solutions parce que vous avez moins d'équations que d'inconnus. Et à droite, vous avez 2 possibilités parce que vous avez deux lignes de A qui sont dépendantes, mais il peut y avoir une contradiction dans B. Donc, dans ce cas-là, si vous avez une contradiction dans 2 équations, vous avez 0 solution. Si par contre, vous avez 2 équations qui disent la même chose, vous avez une infinité de solutions. OK? Et après, vous avez des Excusez-moi, cas... monsieur. Pardon? Ah, oui, j'ai une question. Le B, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Le B égale à 1 jusqu'à n et B, petit b. Ce petit b là, Oui, oui, ok. Je voulais juste te dire si on pouvait faire les questions à la fin, mais je vais te répondre rapidement parce que c'est mieux si on les fait dans 3 transparents. Mais en tout cas, oui, le petit b, ce grand B, c'est en fait la matrice A. Donc, les A, ce sont toutes les colonnes. Tu vois la souris? oui, oui, je vois. Donc là, je vais mettre toutes les colonnes de grand A et à la fin, je vais mettre B qui est aussi une colonne. D'accord. Merci beaucoup. C'est clair? Ouais. Oui, oui, c'est clair. Donc voilà, donc ce tableau, après, vous pouvez vous amuser un peu à le regarder de plus près. Mais en gros, quand n est plus petit que m, ça veut dire que vous avez plus d'équations que d'inconnus. Donc on est dans le cas surdéterminé qu'on a vu au début. OK? Donc typiquement, nous, on va regarder ce cas-là, c'est le plus fréquent en robotique. Mais, mais même si vous avez plus d'équations que d'inconnus, vous pouvez trouver une solution des fois. Parce que, par exemple, la matrice, elle perd de rang ou elle est carrément de rang plus petit que grand B. Donc, vous pouvez avoir des solutions même dans le cas d'un problème surdéterminé. Okay. Par contre, dans la dernière ligne du tableau, vous avez le cas sous-déterminé où vous avez plus d'inconnus que d'équations. Et là, on va dire que dans la plupart des cas, comme c'est sous-déterminé, vous avez une infinité de solutions qui respectent les équations parce que vous avez moins de contraintes, on va dire, que d'équations. Donc, ça, c'est Cramer, juste pour l'anecdote. Voilà, qui est donc celui qui en premier a attaqué le problème de la AX égale B quand A est carré. Et donc, comme je vous disais, nous, on va se focaliser sur le problème indiqué avec la flèche bleue. Donc, c'est le plus classique et c'est aussi celui que j'ai exposé au début de mon cours aujourd'hui. Le cas donc, où vous avez un problème surdéterminé, mais un rang de A qui est plus petit que le rang de B. Donc, dans ce cas-là, pour déterminer x, vous allez chercher à trouver une solution x étoile du système AX égale b. Et bon, jusque-là, nous sommes d'accord. La question, c'est que en général, B pourrait ne pas appartenir à l'espace image de A. Donc, vous avez le cas ici en haut où vous pouvez donc ça, c'est typiquement ce que vous avez vu dans la figure, c'est-à-dire que vous n'avez pas de solution parce que tout simplement, les B, ils ne sont pas cohérents avec le modèle.
Donc, le nuage de points que vous avez vu au début n'est pas positionné sur la droite. Okay? Dans la deuxième colonne, dans la deuxième ligne pardon, de ce tableau, ici, comme vous voyez le 1 en rouge, là, c'est le cas où les planètes s'alignent. Okay? En gros, dire que B appartient à l'espace image de A, ça veut dire les planètes s'alignent. Ça veut dire que toutes les équations des points sont cohérentes. Okay? Mais c'est très, très rare, ça. La plupart des fois, vous aurez un cas comme celui de la figure où les points ils sont dispersés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution au problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va chercher à s'approcher le plus possible de la solution. D'accord? Sachant que, donc, c'est vraiment ce qui se passe avec la fameuse droite, là, que vous avez vu. On va chercher un vecteur qui soit le plus proche possible de B. Okay? Et ce vecteur, j'appelle B', donc c'est celui qui vérifiera la condition. Et il ne sera pas égal à B, mais on va essayer de le rendre le plus proche possible de B. Donc, pour le rendre le plus proche possible de B, on va regarder la distance entre B' et B. Okay? Donc, la distance entre B' et B, donc B' c'est AX étoile, B c'est B, donc la distance entre B' et B au carré, parce que c'est plus simple dans ce genre de calcul d'utiliser des fonctions quadratiques, c'est ce qu'il y a ici à gauche. AX étoile moins B, le tout en norme au carré. OK? Et donc, trouver le x étoile revient à trouver le x qui minimise cette fonction. Okay? Pour l'instant, vous avez une notion, vous n'avez pas beaucoup de notions d'optimisation, mais ça, c'est un problème d'optimisation. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver x qui minimise cette formule. OK? Donc, ce problème, minimiser x, trouver le x qui minimise ax moins b au carré, se caractérise par les propriétés suivantes. Donc, il y a toujours au moins une solution, x étoile. Donc, encore une fois, x étoile ne sera pas tel que ax étoile égale à b. Ax étoile sera égal à quelque chose d'autre. Mais il y aura un x étoile qui est solution de ce problème. Et si la matrice est à rond plein, on peut faire le calcul suivant. Donc, on peut jouer avec l'algèbre et faire multiplier la transposée de A par A, inverser le résultat, ce sera possible. Et en gros, on va arriver à cette solution-là. Okay? Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que la solution du problème indiqué ici, si la matrice A a rond plein, enfin oui, A rond plein, c'est A transposé A inverse fois A transposé fois B. OK? Donc, c'est une recette de cuisine, encore une fois, et ça va me donner ce qu'on appelle la solution au moindre carré. Et il est important de retenir que ce calcul, A transposé A inverse fois A transposé, c'est ce qu'on appelle la matrice pseudo-inverse de A. Okay? Donc, c'est une matrice qui est un peu comme une inverse, parce que là, vous retrouvez un peu l'expression du calcul de Cramer, dans le cas où A est carré. Ça y ressemble, mais elle est pseudo-inverse parce que A n'est pas carré. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à l'inverse, mais ça ne l'est pas. C'est le plus similaire qu'il y a à une inverse dans le cas d'une matrice rectangulaire. OK? On va faire, donc là, je vais vous donner l'énoncé de l'exercice juste avant la pause. Donc, vous avez un système numérique. Donc là, c'est un exemple plus parlant pour vous peut-être avec l'automatique. Donc, vous avez envoyé une entrée à un système et vous avez une sortie comme ça. Donc, ça ressemble un peu au système du premier ordre. Okay, vous avez envoyé par exemple un échelon à ce système et vous avez une sortie qui est la courbe en rouge et qu'on appelle Y de K. Okay, c'est un système échantillonné. Donc, ça veut dire que vous avez des échantillons pour U et pour Y. K est un nombre discret, donc vous avez un U à un premier pas, au deuxième pas, etc. Okay, donc,
on a regardé un peu ce système, on s'est dit ça ressemble à un système du premier ordre. Donc, un système du premier ordre, donc on peut l'écrire de façon échantillonnée comme ceci. Ça, c'est des notions que vous avez fait normalement l'année dernière en automatique avec nous, donc ceux qui étaient à Montpellier. Et donc là, vous avez la représentation échantillonnée d'un système du premier ordre. Donc, vous pouvez écrire que y de k moins a, y à l'itération d'avant égale à b, u à l'itération d'avant. OK? Mais a et b sont inconnus. D'accord? Donc, pour les trouver, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des mesures et on prend on va prendre 4 échantillons qui sont là. OK? Et pour les 4 échantillons, on va regarder l'entrée et la sortie du système. D'accord? Donc, sur les 4 échantillons, on voit bien que c'est un échelon parce que l'entrée, elle est toujours unitaire. C'est la deuxième ligne de ce tableau. Et Y, il augmente petit à petit. C'est 0, 0, 4, 0, 8 et 1. OK? Donc, le problème, c'est trouver A et B à partir de ces choses. Donc, pour le faire, on va formaliser le problème. Donc, tout d'abord, quels sont nos inconnus? Eh ben, nos inconnus, c'est A et B. Donc, on peut faire un vecteur X qui contient en colonne, c'est pour ça que j'ai mis le transposer les valeurs de A et B. Et donc, vous pouvez écrire ça sous forme d'un problème du moindre carré et déterminer la solution optimale. OK, donc voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce problème et je vais revenir vers vous dans la vidéo suivante.